Il dit ça en tenant le canard, quoi. Très bien. Faut que je dise encore des bêtises ou pas? Non, c'est bon. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour. Incroyable. Joli mâle. Pourquoi des œufs? X, je comprends, mais les œufs, moins. Alors effectivement, Twitter, X, pour moi, c'est assez compulsif, j'avoue. C'est un réseau qui est un petit peu toxique, en fait. On y reçoit beaucoup de haine, beaucoup d'insultes. C'est quand même assez agressif comme réseau. Malgré tout, en fait, moi j'ai fréquenté Twitter quand ça a été créé, en fait, et donc j'ai un rapport un peu nostalgique aussi à ce que c'était avant, un univers où il y avait quand même pas mal d'humour, pas mal de blagues, ça reste encore un petit peu. Donc j'ai du mal à le quitter, j'ai essayé de me mettre sur Blue Sky, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. Il y a personne, en fait. Et malgré tout, ça reste comme si, quand même le réseau où beaucoup de gens s'informent, en fait, donc c'est compliqué de le quitter, même si j'approuve pas la manière dont les extrêmes en fait s'en servent. Enfin, on n'est pas là pour relayer toutes les fake news qui passent. Donc en fait, on reste journaliste sur Twitter, même si forcément on y met plus de soi. En fait, c'est pas, je considère qu'un tweet n'est pas comme un article. Alors moi, j'ai fait des études de droit effectivement à Tours. Parce que je ne savais pas quoi faire, donc le droit ça mène à tout. Et puis après j'ai fait une école de journalisme à Paris qui était une école non reconnue, qui n'existe plus depuis, c'est-à-dire c'était une très très bonne école. Spécialisée presse écrite, parce que moi c'était vraiment l'écriture qui m'intéressait. Et j'ai envoyé des lettres de motivation en fait un peu partout en France et je me suis retrouvé recruté par Nord Éclair, qui était à l'époque le petit journal du Nord contre le grand La Voix du Nord. Et puis après, comme vous le savez, Nord Éclair et La Voix du Nord, les rédactions ont été fusionnées. Et donc là, on a tous été redispatchés un petit peu dans La Voix du Nord. Et donc là, j'ai découvert Roubaix à ce moment-là. Ça me faisait un peu peur au départ. En fait, j'avais cette image que beaucoup de gens ont sur Roubaix, qui est une ville compliquée, difficile, pauvre. Voilà, j'avais cette image très négative de Roubaix. Et puis en fait, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que j'y travaille et aujourd'hui j'ai un petit peu changé de regard sur cette ville. Quand on la découvre et qu'on apprend à la connaître, c'est très enrichissant. Ce que je trouve que c'est intéressant, c'est de voir le format du journal, parce qu'en fait, on voit quasiment plus des journaux comme ça. À l'époque, on était vraiment au format berlinois. Aujourd'hui, on est plutôt comme ça, en fait, comme format. Donc c'est vrai que la taille des articles a beaucoup changé. Il y avait des éditoriaux en une, etc. Enfin là, on est vraiment sur un journal qui parle d'actualité internationale en une. Aujourd'hui, on a quand même un journal beaucoup plus local. Là, en fait, on voit que c'est un article. Aujourd'hui, un article comme ça, en fait, on ferait pas un article du tout aussi long. En fait, on a vraiment réduit la taille des articles. Après, je sais pas si j'aurais des conseils à donner à celui que j'étais à l'époque, en fait. Peut-être d'améliorer un petit peu la qualité des photos, peut-être. C'est un peu moyen quand même. Après, non, c'est certainement un excellent article. C'était un tourbillon, l'affaire du Carlton, effectivement. Moi, j'ai travaillé dessus un peu par hasard, en fait, parce que la personne qui s'occupait des faits divers était absente ce jour-là. Donc, moi, comme je sortais des faits divers, je connaissais bien, j'avais des réseaux dans la police, etc. Donc, j'ai pu tout de suite me mettre sur le dossier. Tout de suite, on comprend qu'en fait, c'est une affaire hors norme. Et puis j'ai vécu ce que c'était donc que d'être dans un tourbillon médiatique en fait où tous les médias sont ensemble sur un sujet. C'est compliqué en fait de pas être conformiste dans ce genre de cas. Quand on regarde un petit peu dans le rétro, je pense qu'on a peut-être été un petit peu voyeuriste ou voilà. Je pense qu'on traiterait pas l'affaire de la même façon aujourd'hui, notamment par rapport aux femmes en fait et au rapport entre les hommes politiques et les femmes. Malgré tout, c'est une expérience voilà, qui restera pour moi parce que en fait c'est la première grosse affaire sur laquelle j'ai travaillé. On a eu pas mal d'infos exclusives, etc. Je me souviens retrouver une femme en fait qui avait fait partie des prostituées recrutées pour DSK et en fait c'était tellement touchy pour elle que je l'avais rencontrée sur une aire d'autoroute parce qu'elle avait peur d'être photographiée par des paparazzis en fait. Voilà, il y avait des choses comme ça que j'oublierai jamais. Bonjour Bruno, alors que les Français disent se désintéresser de la vie politique, je voulais savoir comment on pouvait intéresser nos lecteurs aux élections municipales de mars prochain.
C'est Anne Courtel en fait, moi je travaille dans la même rédaction qu'elle en fait, à Roubaix-Tourcoing. Elle est gonflée de me poser cette question. Effectivement, on a beaucoup de difficultés à savoir comment intéresser les gens. Là, en ce moment, par exemple, on fait les bilans des maires. Là, je viens de boucler celui du maire de Roubaix. C'est clairement pas clairement pas les articles qui font le plus de vues en fait. On va faire plus de vues avec un article sur un chien qui s'est fait écraser par un bus, quoi, presque. J'exagère. Mais tout ça pour dire que nous, en fait, on couvre l'actualité politique souvent par devoir un peu civique et démocratique. Mais en fait, c'est vrai qu'on a du mal en fait à convaincre les gens de nous suivre parce que c'est pas le sujet qui les intéresse le plus. On essaye d'intéresser les gens peut-être aussi en faisant des vidéos, en essayant de varier les angles et puis en faisant des articles qui sont pas forcément des articles linéaires, mais peut-être des articles en point par point. Par exemple, pour que les gens, souvent les gens ont des difficultés à rentrer dans des articles qui leur paraissent longs et denses. Donc voilà, on essaye d'espacer les choses, de les éclater. Par exemple, sur le bilan du maire de Roubaix. En fait, on a présenté les choses par thème en faisant 500, 600 signes par thème, plutôt que de faire un long papier un peu pénible à lire. Ça me dit quelque chose, effectivement. Sur ce genre d'enquête, en fait, on n'attend pas un retour sur investissement. Enfin, clairement pas. Enfin, vu l'ampleur des moyens déployés, voilà, le nombre d'abonnements qu'on a gagné ou de clics, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Là, nous, notre objectif sur une affaire comme celle-ci, c'était de rendre justice aux victimes qui ne l'ont pas eu. En fait, on parle d'un prêtre qui aurait agressé ou violé au moins une cinquantaine d'enfants et peut-être plusieurs centaines d'enfants et d'adolescents entre les années 60 et les années 90. Là, on est vraiment dans le journalisme utile, en fait, le journalisme d'impact. C'est-à-dire que cette enquête a permis à des gens de prendre conscience qu'elles avaient été victimes, de se rendre compte de ce qu'elles avaient vécu, pourquoi leur vie avait été un petit peu sortie de leur rail, parce qu'on est à une dizaine de personnes qui ont porté plainte suite à notre enquête. En fait, c'est parti de Roubaix au départ, parce que c'est un prêtre qui a été actif à Roubaix pendant une dizaine d'années, dans les années 70 et 80. J'ai tiré un petit peu le fil et je me suis rendu compte qu'il avait été prêtre dans de multiples endroits dans la métropole lilloise et en région parisienne. Et donc voilà, pendant 8 mois, on cherche les victimes, on cherche des témoins, on cherche à recouper, on cherche le prêtre, puisque j'ai fini par le retrouver et le mettre face à ses actes. Un travail dont je suis très fier, et je suis très fier que la Voix du Nord ait consacré autant de place à ça, avec aussi des graphistes, des infographistes, des vidéastes qui ont travaillé avec moi. Ça m'a beaucoup marqué professionnellement, mais aussi émotionnellement, parce que c'était pas facile de se confronter à une souffrance aussi forte, aussi intense. J'aimerais tous les prendre, en fait, ils sont tellement beaux. Je vais prendre le pirate, ouais, en fait. Ça me ressemble le plus, je trouve. Un petit peu anticonformiste. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai toujours bien aimé les corsaires et les pirates, en fait, qui vivent un peu en marge. Je dirais pas que je suis un marginal, hein, c'est pas du tout le cas, mais voilà, c'est le côté un peu anarchiste que j'aime bien, je pense. Alors, Roubaix, en fait, politiquement, ça a toujours été très explosif, on va dire. Il y avait quand même 11 listes en 2020. Il y en avait 10 en 2014, donc c'est quand même curieux que c'est sain, hein. C'est sain qu'il y ait cette vitalité démocratique. Après, c'est curieux qu'il y ait autant de gens qui veulent être maire de Roubaix, parce que c'est quand même un job qui ne doit pas être facile, hein. C'est la ville la plus pauvre de France, il y a 46% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Paradoxalement, il y a beaucoup de candidats, mais il y a beaucoup d'abstention aussi. C'est une ville qui bat toujours des records d'abstention. Enfin, c'est pas étonnant en fait quand on a une population très pauvre. Il y a cette particularité à Roubaix de campagnes qui sont souvent très très chaudes. Là, pour l'instant, ça reste relativement correct, mais c'est vrai que les 2 dernières campagnes étaient très agressives, pas mal de violences verbales, etc. Notre rôle, c'est de rendre compte pour nos lecteurs, en fait, pour éclairer un petit peu leur choix, en fait, de leur rendre compte de qui sont les candidats. Donc déjà, nous, on a cette expertise locale de pouvoir dire qui sont les gens qui se présentent, parce que le lecteur, le citoyen lambda, le sait pas forcément. Donc nous, il faut qu'on essaye de décrypter un petit peu sur la personnalité des candidats, et aussi sur ce qu'ils proposent, et aussi par rapport aux grands enjeux, parce que ils peuvent aussi ne rien proposer sur des sujets majeurs. Je pense à la lutte contre la pauvreté, donc il y a des rapports quand même effrayants qui sont sortis sur Roubaix. Malgré tout, toujours les priorités des candidats, c'est toujours la sécurité, la propreté, etc. Mais la pauvreté est souvent
un petit peu un angle mort en fait de la campagne. Donc nous, on essaye de le rappeler régulièrement. Notre rôle, c'est aussi de se tenir un petit peu aussi à distance des querelles vraiment partisanes et un petit peu de cours d'école parfois. Donc on essaye de pas trop mettre la lumière là-dessus pour rester sur des choses un petit peu de décryptage, quoi. Les réseaux sociaux ont une importance dans la campagne, mais elles l'avaient déjà en 2014, ils l'avaient déjà en 2020. Là, effectivement, c'est peut-être encore un peu plus marqué, mais effectivement, par exemple, David Guiraud, qui est le candidat de la France Insoumise, il publie ses clips de campagne sur les réseaux sociaux, il nous prévient pas, en fait. Il a annoncé, par exemple, qu'il y avait un meeting de Jean-Luc Mélenchon le 31 janvier à Roubaix. C'est quand même un événement important de sa campagne. Jean-Luc Mélenchon est une figure nationale. Il nous prévient pas. En fait, il balance l'info sur Instagram. Après, il se doute qu'on va le voir. En fait, donc c'est pas forcément un contournement de la presse. C'est juste une manière de communiquer directement au public. Après, les réseaux sociaux, nous, on les suit aussi parce que c'est là qu'on voit les commentaires. En fait, c'est-à-dire qu'on va voir les commentaires des uns et des autres. On va voir parfois des accointances entre certaines personnes. Donc en fait, ça nous aide aussi à comprendre un petit peu au-delà des discours ce que disent vraiment les gens. Il dit ça en tenant le canard. Nord-Éclair. Mais je me demande si je vais pas avoir des problèmes à venir à Nord-Éclair. FC Nantes. Méta. Le musée de la piscine. Plutôt enquête. Actu chaude. 100% Welsh. La neutralité dans une campagne, c'est un peu l'alpha et l'oméga de notre rôle. Nous, on n'est pas du tout dans le pour qui il faut voter, est-ce que c'est bien ou mal. Quand on fait les bilans des maires, on est très factuel. Et pour le suivi de la campagne, donc non seulement on vise à une neutralité dans le fond, mais aussi dans la forme. C'est-à-dire que on n'est pas astreint à l'égalité totale comme peut l'être la radio ou la télé, mais on essaye de s'astreindre à une équité. C'est plus difficile d'avoir une distance critique par rapport même à la ville, puisqu'en fait, c'est vrai que quand on est journaliste local, on a tendance à être un peu militant du territoire. Et aussi, forcément, c'est plus compliqué de rester à distance de gens qu'on croise tous les jours, en fait, enfin qu'on voit tous les jours. C'est pour ça que parfois, des journaux nationaux parfois viennent faire juste un reportage en pratiquant la politique de la terre brûlée. Ils s'en fichent, hein, ils reviendront plus jamais derrière. Ça nous astreint, je pense, à être plus neutre qu'on ne serait si jamais on était moins présent. Roubaix, en fait, c'est une ville qui souffre de beaucoup de maux et la presse nationale se plaît souvent à appuyer sur ces maux parce qu'en fait, on va dire que dès qu'il y a un reportage à faire sur l'islam ou sur la pauvreté, c'est souvent à Roubaix que les médias vont quand ils vont pas en Île-de-France. Quand il y a ce genre de reportage, par exemple, Zone Interdite avait fait un reportage très contesté à Roubaix il y a 3 ans. Les habitants s'en émeuvent et nous, on est un petit peu aussi les porte-parole d'un territoire. En fait, c'est que la presse régionale a cette particularité d'être un peu chauvine en fait, et voilà, la Voix du Nord est globalement défenseur des Hauts-de-France, on va dire, et donc forcément nous, l'édition de Roubaix, on est un petit peu défenseur de Roubaix. Après, c'est pas un militantisme aveugle, c'est-à-dire que on défend pas Roubaix pour le plaisir de défendre Roubaix. C'est aussi que les critiques envers cette ville sont parfois un petit peu injustes et que elles passent un petit peu aussi sous silence les atouts et les qualités de cette ville. Donc en fait, moi, je suis pour tout dire. J'ai aucune difficulté à parler d'intégrisme islamique à Roubaix, mais je pense que c'est bien aussi de parler des artistes, de la culture, de tout ce qui fait la fierté de cette ville également. Pour terminer l'interview et te remercier d'être venu à Cave au Canard, on t'offre cette une de la date de ton anniversaire. Canard enchaîné. Canard enchaîné, très beau journal, très français, très belle qualité de journal. 1992, bravo. Et enfin le changement de ministre, tout un symbole avec les... Tout un symbole avec les municipales qui arrivent bientôt, enfin le changement de maire. À l'époque c'était encore les francs. Vous n'avez pas connu ça, non? Non. Et des anciens francs encore moins. Génial, super. Coin, coin.